Que se passe-t-il dans la tête d'un adolescent au sein d'une famille recomposée? Comment faire pour que tout se déroule le mieux possible? C'est une psychologue qui va répondre à ces questions. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Marguerite Marie Bourdelet, psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Marguerite! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Même si ça fait, je pense, le 3e épisode que l'on fait ensemble. Oui, absolument. Alors, je suis toujours psychologue clinicienne, Ça, c'est bien. psychothérapeute. J'exerce, donc une partie de mon temps professionnel, j'exerce en cabinet libéral, c'est-à-dire que je reçois des patients en consultation. Et une autre partie de mon activité professionnelle, c'est de donner des conférences aux professionnels et au grand public autour de sujets liés à l'adolescence. Et puis je travaille également avec des établissements scolaires, donc soit pour donner des formations aux équipes pédagogiques, soit pour intervenir directement auprès des élèves. Ok, super. Alors aujourd'hui, on va parler de famille recomposée, donc de séparation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe pour l'ado au moment de la séparation, s'il te plaît? Alors, c'est compliqué pour moi de te parler de séparation sans parler du principe du système, dans le sens où l'adolescent, il n'est pas juste un individu dans le cadre de sa famille, il appartient à un système, au groupe famille. Le principe d'un système, c'est qu'en fait, c'est une architecture relationnelle dans laquelle chaque élément, chaque individu, va influencer l'autre. Chaque mouvement d'individu va venir créer un nouveau mouvement dans le système, et du coup, va un peu faire bouger l'autre. Donc, l'individu n'existe dans le système qu'en fonction de l'autre, techniquement. Ce qui veut dire que c'est compliqué de considérer l'adolescent de façon complètement isolée et de façon complètement indépendante. Il appartient à un système qui, dans le cadre d'un divorce, va être bouleversé. Un système qui était organisé à un moment d'une certaine façon, il va devoir être complètement réorganisé et d'une façon qui est très complexe dans le sens où il va falloir prendre soin et des individus présents dans le système et du système en lui-même. C'est-à-dire toute l'énergie, la composition, le bien-être du groupe et de chaque individu. Ce qui est compliqué dans ces contextes-là, en sachant que le système, il a une obsession. Et on le voit dans toutes les entreprises, on le voit dans toutes les familles, on le voit dans les groupes d'amis, on le voit dans tous les systèmes, c'est de ne pas s'effondrer. Il peut vivre des crises, mais il y a une espèce d'obsession autour du principe d'homéostasie, c'est-à-dire d'un équilibre des forces, voulant que justement, il faut garder un certain équilibre, il faut garder une certaine fluidité. Et le système, quand il se sent menacé, il peut aller vers quelque chose de très dysfonctionnel, justement, par crainte. Que ça s'effondre. Exactement, de s'effondrer. C'est là qu'on va par exemple trouver des familles ultra rigides, ou alors où chacun va un peu changer de place, mais parce qu'il y a cette obsession autour de surtout, il faut pas que le système s'effondre, et on est prêt un petit peu à tout pour ça, quitte à oublier de prendre soin des individus, par exemple. D'accord. Par exemple, l'enfant, dans le cadre d'un divorce. Ok. Et du coup, par rapport à l'adolescent, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Merci. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'adolescent, on peut avoir rapidement l'impression que il se sent très distancié de ses parents à cet âge-là, à cette période de sa vie, ce qui n'est pas le cas. C'est un psychiatre et psychanalyste qui s'appelait Philippe Jamet qui disait que ce qui me menace, c'est finalement ce dont j'ai le plus besoin. C'est ce qui se passe en fait à l'adolescence. C'est-à-dire, tout bouge un peu sous mes pieds dans ma vie d'ado. Donc j'ai besoin de m'appuyer sur cet adulte que j'idéalise encore un peu, qui m'a l'air solide, qui a cette solidité que justement moi je ressens ne pas avoir. Mais à la fois, cette dépendance envers l'adulte menace mon besoin d'autonomie. Donc je vais le rejeter. Donc il va y avoir cette espèce de mouvement d'amour-rejet, mais va pouvoir extérieurement donner une impression d'indépendance, d'insouciance, alors que pas du tout. Et du coup, au moment du divorce, ça peut être très violent pour l'adolescent, dans le sens où les parents pensent qu'il est un peu à milieu de tout ça,
et qu'il y a cette espèce d'apparence d'indépendance, alors que finalement c'est le moment où il a le plus besoin de sentir les adultes, les plus proches, donc ses parents, et son système fiable, solide et justement immuable. Donc le fait que tout bouge, à un moment où lui-même tout bouge dans sa vie, ça va être très insécurisant finalement. D'accord. Et donc pour répondre un peu plus clairement à ta question, maintenant que j'ai posé un petit peu ces bases-là, il faut savoir que l'enfant, il est toujours au cœur des conflits parentaux. Parce que pour un couple sans enfant, il y a cette forme de liberté d'être ou de ne pas être avec l'autre. À partir du moment où il y a un enfant, ils mettent en place un trait d'union, qui est l'enfant. Ils en sont très contents au moment où il y a beaucoup d'amour mutuel. Au moment où il n'y en a plus, ils se retrouvent avec ce trait d'union sur les bras qui fait qu'ils ne peuvent pas juste chacun aller de leur côté. Et c'est là que se met souvent en place un phénomène qu'on appelle de triangulation. C'est-à-dire que l'adulte va pouvoir perdre de vue le statut de sujet d'enfant et va pouvoir lui le placer dans une posture d'objet. L'enfant va lui servir à quelque chose. Un objet, c'est quelqu'un qui est. Un objet, c'est quelque chose qui sert, qui a pour seul intérêt finalement de servir. Et là, c'est le type de posture qu'on va pouvoir mettre, dans lequel on va pouvoir mettre l'enfant. Par exemple, on va le placer dans des conflits de loyauté. C'est-à-dire, qui est-ce que tu préfères, dis au juge d'affaires familiales, qui est-ce que tu préfères. Et nous, les psychologues, on va se retrouver dans cette posture-là aussi. Avec les parents qui, tour à tour, vont nous faire revisiter l'histoire, chacun avec leur point de vue très biaisé, et qui vont nous demander à nous de nous positionner. Donc l'enfant, c'est ça, mais fois 1000, et en plus, il n'a pas ce recul. D'ailleurs, nous, on nous demande pas mal de bilans psychologiques d'enfants, pas dans l'objectif, toujours au fond, de savoir comment ils vont, mais pour savoir ce qui pourrait accuser l'autre d'être un mauvais parent, d'avoir fait du mal à l'enfant, et ce qui pourrait être porté dans les procédures d'instance de divorce, typiquement. Ouais. Okay. Et donc c'est là que l'enfant, finalement, il va avoir une espèce de rôle de paratonnerre, au milieu des conflits parentaux. D'accord. Après, comme autre conséquence, évidemment, on peut avoir les questions de violence, qui étaient peut-être déjà présentes dans le système, qui sont mises en exergue au moment de la séparation, ou qui sont générées au moment de la séparation, et l'enfant est au milieu, enfin l'adolescent. L'autre, évidemment, vécu nouveau de l'adolescence, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt, c'est cette homéostasie qui est complètement remise en question. Donc cette espèce de grand mouvement avec lequel l'enfant va essayer de composer, l'adolescent, et le fait est qu'il y a cette espèce d'obsession pour l'homéostasie, pour l'équilibre, et en plus il y a cette loyauté. Donc il va souvent être capable de se faire beaucoup de mal, parfois il va être capable d'être dans des conduites assez autodestructrices, plutôt que de devoir continuer à admettre cette séparation. Donc... Et c'est là qu'on retrouve par exemple un film comme À nous quatre, avec Lindsay Lohan, là, dans le rôle des deux petites jumelles, qui veulent faire se réunir leurs parents. Donc il y a un côté happily ever after à la fin, tout se passe bien. Mais dans la vie réelle, moi ça me donne une adolescente qui déclare une anorexie hyper sévère, parce que c'est le seul moyen pour que ses parents arrêtent de se hurler dessus en pleine séparation. Et c'est le seul moyen pour elle de réunir le système familial, parce que tout le monde se préoccupe autour d'une même inquiétude. Et puis c'est ça, mais ça peut être de la scarification, ça peut être des tentatives de suicide. Enfin, en fait, un enfant, il peut être vraiment prêt à tout pour se dire, ok, il y a un moment, il faut que j'arrive à trouver une forme d'union et d'équilibre. Je reste le trait d'union, j'ai ce rôle-là, il le sait inconsciemment. Et donc, il peut aller très loin pour arriver jusqu'à là. Ok. Et dans l'esprit de cette volonté ce fantasme en fait d'avoir la capacité en tant qu'enfant, et je dis enfant comme enfant des parents, ça peut être tout âge, ce fantasme de pouvoir les réunir parce qu'on est ce trait d'union, l'enfant il peut déclarer des vraies angoisses de la séparation, c'est-à-dire mais comment ça se fait que je sois pas suffisant pour garder mes parents ensemble, alors qu'il n'est pas le rapport direct en fait de cette séparation. L'autre grande question, c'est en fait, mes parents qui ont toujours prétendu s'aimer à la vie et à la mort, d'un coup, ne s'aiment plus. Projection, donc moi en fait, c'est tout à fait possible qu'à un moment, ils m'aiment plus. Donc il va déclarer des méga angoisses autour de ça. Et c'est pour ça, je pense que ça va amener un peu plus tard dans la discussion, mais un peu aux solutions à mettre en place, peut-être.
l'idée de vraiment faire comprendre l'indistinction entre l'amour filial et l'amour conjugal. Mais pour l'ado, c'est compliqué. Bah oui. Surtout à un moment où il entend beaucoup que tout est de sa faute, qu'il est insupportable. Enfin, c'est un âge pendant lequel les parents sont assez agressifs envers l'ado et l'accusent beaucoup un peu de tous les maux. Et lui, il l'intègre énormément, même s'il souffle, il l'entend. Et là, les parents se séparent, donc il y a un petit côté, oh là, peut-être qu'en réalité, j'ai joué un rôle dedans. Et donc peut-être que mon rôle, c'est de le réparer ou de me faire du mal pour payer ma dette. D'accord. Bah, du coup, maintenant que tu nous as bien fait flipper, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils justement pour que ça se passe bien, des conseils pour les parents? Alors, forcément, je pense que ça dépend de la situation, de l'histoire aussi dans laquelle ils se trouvent à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a un moyen que ça se passe le mieux possible pour tout le monde au moment d'une séparation? Oui. Cool. Il y a heureusement mais il y a heureusement vraiment plein de choses à mettre en place pour que la séparation se passe au mieux. Et c'est le cas pour certaines familles, et heureusement c'est le cas pour plein d'enfants. Alors déjà pour moi, il y a des choses dont les parents doivent se rappeler. C'est qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et notamment, il y a des devoirs qui sont inaliénables vis-à-vis de leurs enfants. Et là, je vais checker un peu mes petites anti-sèches. Parce que la loi définit que l'autorité parentale la définit comme appartenant au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour assurer son éducation et permettre son développement. Donc personne n'a le droit de s'échapper et personne n'a le droit de s'octroyer une forme de répit par rapport à l'autre, bien sûr, par rapport à la société, par rapport à son boulot, pas par rapport à son enfant. En fait, à partir du moment où on a décidé de procréer, et ben en fait, il y a des droits qu'on n'a plus et des devoirs en revanche qui s'imposent. L'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est la gravité de la situation. Avant, il y avait besoin de quand même beaucoup de temps pour divorcer, il y a beaucoup plus de procédures qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une procédure qui peut aller très rapidement, ce qui peut donner l'impression qu'on peut passer à côté de toute la souffrance que ça génère, ce qui n'est pas le cas. Et tout l'espèce d'écroulement justement du système que ça va venir mettre en place. Et donc pour moi, une des premières choses à mettre en place, c'est que c'est pas anodin de se séparer, de divorcer, pas dans le sens bien ou mal, mais c'est pas anodin en fait. Évidemment que c'est un immense chamboulement, et c'est pas parce que ça arrive à maintenant une immense majorité d'enfants d'avoir des parents séparés que c'est anodin. À l'échelle de sa vie, ça reste énorme, donc il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte déjà à travers le temps, la temporalité qu'il faut admettre, mettre en place. En fait, il faut du temps pour digérer les choses, et il faut admettre aussi que lors d'une séparation, il y a plein de résidus d'amour un peu mal gérés entre les deux parties. Il y a aussi une volonté de conflit, une volonté de mettre en place un rapport de force, et c'est très naturel. Donc ça, en fait, ça protège l'enfant que de l'admettre pour pas l'utiliser parmi les armes qu'on a envie de mettre en place, par exemple. Et puis, en fait, ça permet d'avoir l'humilité, et c'est pas une faiblesse, c'est de l'humilité, donc c'est être un bon parent, que d'admettre que parfois on a besoin d'un médiateur pour échanger correctement en tant que parent, pour se mettre d'accord sur certaines règles avec l'enfant, par exemple, certaines nouvelles règles de vie, pour tout simplement restructurer le système. Parfois, et même souvent, on a besoin d'un tiers, parce que là, il y a un antagonisme trop fort, naturel, mais trop fort, et donc qui peut devenir rapidement nocif. Oui, puis ça fait pas de mal d'avoir un tiers et de pouvoir se faire aider aussi et accompagner pour que ça se passe le mieux possible, quoi. Mais pour beaucoup de parents, ça peut représenter un échec. Alors, un échec dans la capacité à faire les choses doucement, mais en fait, la séparation induit une violence, il faut l'admettre. Plutôt que la nier, on sollicite quelqu'un pour la gérer sans faire trop de dégâts. D'accord. Une autre clé, et j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu de la psychoéducation avec l'enfant, c'est l'aider à intégrer la différence entre l'amour filial et l'amour conjugal. Dans l'amour conjugal, en fait, si on ne l'entretient pas, s'il y a des immenses crises, ça peut se rompre. Et il n'y a pas une espèce de devoir inconditionnel à l'amour conjugal. Là où il est présent dans l'amour filial, contrairement à ce que beaucoup de parents prétendent par confort, par éducation, il y a une asymétrie dans le lien parent-enfant. C'est-à-dire que le parent doit beaucoup plus de choses à l'enfant que l'enfant ne lui doit. Et le parent doit quelque chose d'inconditionnel à l'enfant, là où l'enfant lui doit rien du tout d'inconditionnel. L'enfant, c'est conditionnel, l'amour qu'il a pour son parent. Et donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, il faut vraiment faire intégrer à l'enfant. C'est-à-dire que on n'a pas la même nature d'amour entre ton papa, ta maman et moi, et toi et moi. Moi, en fait, je n'ai
pas le droit de rompre le lien avec toi, là où j'avais cette marge de manœuvre avec ton parent. Une autre clé importante, c'est laisser de la place à l'ado. Alors ça, là, c'est très très important. Mais non, mais parce qu'en fait, au moment de la séparation, le parent, il vit une crise en tant qu'individu aussi, au niveau amoureux, au niveau de l'estime de soi, au niveau de... Il y a plein d'angoisses qui se réveillent, enfin, c'est très compliqué. Lui aussi, toute sa vie, en fait, est chamboulée, est en train de changer. Et dans ces moments-là, il peut vouloir et avoir besoin de prendre énormément de place, ce qui est naturel. Mais en fait, il fait ça avec ses amis. Il fait ça avec sa famille, ses parents, il fait ça avec un tiers. Il fait pas ça avec son enfant. L'enfant, en particulier l'adolescent, il a encore besoin d'énormément de place. Et assez spontanément, toujours dans le souci d'équilibre du système, il va s'effacer dans cette place. Il va devenir le meilleur ami de son parent, son psy, enfin il va devenir plein de choses. Pour que le parent ait droit à cette place, parce qu'il sent qu'il a ce besoin. Mais faut pas se laisser faire. Faut lui dire non, attends, c'est pas parce que moi je vais pas bien que je vais te laisser perdre ta place. Toi, comment ça va dans ta vie? Toi, déjà, comment tu vis la séparation, évidemment. Et puis, ne pas oublier que l'ado, dans ces moments-là, il a aussi sa vie en parallèle. Et dans le ressenti, une séparation parentale, ça peut faire écho tout à fait aussi fort qu'une rupture amoureuse de ton côté, ou un copain qui fait la gueule, ou des mauvaises notes en bio, en fait, en SVT. Et les parents peuvent avoir cette tendance à soit prendre toute la place en parlant d'eux, de leur ressenti, en excluant ceux de son enfant, soit en pensant que toutes les préoccupations de son enfant sont autour du divorce, ou de la séparation, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut essayer de garder cet espace. Donc plutôt de rester dans la communication et de s'informer aussi de comment se sent l'ado dans cette situation finalement. Oui, faut pas le réduire à ça. Et de la même façon, par rapport à l'amour filial et conjugal, lui rappeler que en fait c'est pas dû à lui. Et c'est pour ça que on parlait de place. Parmi toute la place qu'il faut lui offrir, il faut le pousser à poser un maximum de questions par rapport à ce qui se passe. Donc soit pas être dans nous-mêmes, enfin le parent en séparation, pas être dans l'exhibitionnisme, mais voilà, toi, qu'est-ce que tu te poses comme question? À ton avis, pourquoi ça s'est passé comme ça? Plus on l'invitera à poser des questions auxquelles on pourra répondre, moins il va essayer d'y répondre à travers ses propres fantasmes, qui seront nourris par lui, ses propres angoisses, une forme d'auto-agressivité, et rapidement il peut se donner un rôle qu'il n'a pas du tout eu. En fait, dans tout ça. Oui, c'est un peu le libérer finalement d'un poids qui pourrait se mettre dans la tête et ça lui permet un peu de vider toutes les questions qu'il a, quoi. Oui. Et de rester à la bonne place, pas s'en donner d'autres. Et tu parlais de se vider ce qu'il a dans la tête. De toute façon, à l'école, ça sent un ado dans les symptômes. Il y a la somatisation, on voit quand il n'est pas bien, il dort mal, il mange plus trop, eczéma, enfin tout ce genre de choses, ça passe par le corps. Mais ça se passe beaucoup au niveau de la scolarité, on le voit au niveau de la scolarité. Un ado hyper préoccupé, en fait, il peut pas penser aux maths et au fait que tout s'écroule chez lui. Il n'a pas la place mentale et il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Et tout à l'heure, je disais que l'ado spontanément peut vouloir prendre une place qui n'est pas la sienne. Donc, par exemple, venir être le psy de son parent, ça peut aussi être son doudou, redormir avec, en essayant de compenser ce grand vide dans la vie de son parent, ou voire des deux, de façon alternée. C'est intéressant d'être vigilant, que le parent soit vigilant à ne pas rentrer dans une dynamique d'opposition, de combat, de violence avec l'ado, parce qu'il a des choses à défouler, et parce qu'il n'a plus l'interlocuteur de l'autre parent aussi. Il y a en fait une relation en triptyque devient une relation duel avec l'ado, donc on ne gère pas les choses de la même façon. On est démunis à plein de moments. Puis alors d'ici à ce que l'ado ressemble à l'autre parent, là il y a une projection qui peut se mettre en place, ça peut être très compliqué. Donc attention à ça et attention à la fusion, qui est un autre danger. Parce que déjà, vous savez pas la place que le parent doit prendre dans la vie de l'adolescent à ce moment-là. C'est pas la forme de compensation que l'adolescent peut prendre et doit prendre. Et puis si jamais une nouvelle amoureuse pour le parent arrive dans la vie, ça va être dur. Ça va être dur. Alors ça tombe bien justement que tu parles de l'amour de quelqu'un d'autre, parce que qu'est-ce qui se passe justement au moment où le parent rencontre quelqu'un d'autre, donc un homme ou une femme, qui a peut-être aussi des enfants de son côté, et du coup l'ado doit retrouver une nouvelle place au sein d'un nouveau système. Qu'est-ce qui se passe pour cet ado à ce moment-là? Il y a un peu deux parties dans ta question. Déjà, il y a qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un d'autre c'est déjà pas rien. Et d'autant plus si ce quelqu'un d'autre a des enfants. Ce qui peut ne pas être le pire, parce qu'il y a une forme au moins de symétrie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui doivent faire le même
le même travail voilà, de le leur même côté. travail que moi, y a moins cette forme d'injustice. Alors, si tout ce qu'on a évoqué en amont a été mis en place, c'est-à-dire l'enfant n'est pas dans un conflit de loyauté avec l'autre parent, donc il n'a pas à détester le nouvel amoureux, le nouveau conjoint, parce que par loyauté pour l'autre, s'il est bien conscient que tout le monde est à sa place, que ça s'est toujours passé comme ça, je resterai l'enfant de mes deux parents. J'étais pas cette espèce de conjoint de compensation pour mon parent quand il y avait personne, et là d'un coup je perds ma place. Si tout ça s'est mis en place de façon correcte, de façon saine, enfin au possible, ça se passe relativement bien. Parce qu'il y a une sécurité affective, c'est pas parce que quelqu'un arrive que je vais perdre ma place, c'est pas à moi de protéger mon parent, on me l'a bien fait comprendre. Mes parents ont admis que c'était pas anodin en fait d'avoir une nouvelle famille, ça aussi, le côté la pilule va mieux passer parce qu'on fait comme si c'était pas... Comme si c'était trop rigolo d'avoir des nouveaux frères et sœurs, d'avoir des cadeaux plusieurs fois à chaque Noël. Non, en fait, c'est pas anodin, c'est chamboulant, on en reparle encore une fois. Ce qui veut pas dire demander l'autorisation de l'ado. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit de sortir avec machin? Ça peut se transformer un peu comme ça. Je te raconte mes dates, je te raconte mes rendez-vous, machin arrive dans ma vie. Est-ce que t'es d'accord, t'es pas d'accord? Non, c'est toi, comment tu le vis, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus facile pour toi? Mais il n'y a pas une demande de validation. En fait, ça reste l'enfant de son parent, il n'a pas de mainmise sur sa vie affective, c'est aussi le nouveau +1 est dangereux, par exemple, ou malsain. Et ce qui est très rassurant pour l'ado, c'est si il est identifié que, par exemple, imaginons que sa maman se remette avec quelqu'un, il y a un nouveau couple conjugal. Mais l'ancien couple parental, il est toujours là. Le nouvel arrivé, ça ne va pas être son nouveau papa. Pas du tout. C'est le nouveau copain, mari de sa maman à la limite. Mais c'est pas son nouveau père à lui. Il n'y a pas de lien de filiation. Et pour ça, c'est dans les choses hyper importantes à mettre en place dans le cadre d'une séparation. Le couple conjugal, il peut se passer plein de choses. On se sépare, on veut plus se parler, etc. Mais le couple parental, il doit être là. Il doit être uni de front face à l'ado, il doit faire des compromis, il doit se rappeler de ce qui est vraiment indispensable et ce qui est de leur débroutillis. Ça, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, on s'occupe pas de ça. Il y a un couple parental en face de l'ado qui vient structurer les règles de sa vie et le cadre dans lequel il évolue. Il peut pas exploser. C'est pas parce que d'un coup on se sépare au niveau conjugal qu'on a le droit de plus traiter avec le père ou la mère de son enfant. Le couple conjugal, même si c'est hyper sportif et compliqué, d'où l'intérêt d'un médiateur parfois, il doit être là. Et il doit être aligné. C'est vraiment très très important. Et du coup, si ça se passe pas bien, ou vraiment peut-être le couple n'a pas réussi à mettre tout ça en place et que du coup, finalement, tout s'est passé un peu dans le chaos et une nouvelle personne débarque avec des enfants. Qu'est-ce qui se passe pour l'ado à ce moment-là? Il doit être complètement chamboulé et... Alors ça change beaucoup d'un adolescent à l'autre, d'un individu à l'autre. Y en a qui donnent des alertes à travers leur comportement, par exemple. Y en a au contraire qui prennent d'autant plus sur eux. Il y en a qui s'évertuent dans cette volonté d'essayer de trouver un équilibre là où il n'y en a pas. Mais en général, au bout d'un moment, c'est tellement dysfonctionnel que ça finit par exploser. Ok. Du coup, tu nous en as donné quelques-uns au fil de l'eau, mais là, est-ce que tu as des conseils tout simplement pour les parents pour que la recomposition du couple familial avec un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse et des enfants potentiellement se passe le mieux possible? Qu'ils aient mis en place un schéma avant ou pas? En fait, c'est là que tu réponds un peu à la question. C'est admettre que certaines choses prennent du temps. Qu'il y a des étapes auxquelles il faut répondre. Si on n'y arrive pas, il faut être accompagné. Il faut que chaque étape soit digérée, en fait, à temps pour passer à la suivante. En fait, c'est comme... Tu construis pas un nouvel étage à ta maison si déjà le premier, tu sens qu'il y a plein de fissures partout et que c'est un peu branlant, en fait. Tu as besoin de consolider avant. Est-ce que, du coup, tu parlais de validation ou non pour le conjoint s'il avait envie de refaire sa vie avec quelqu'un, mais justement, quand tu parles de ce socle un peu... peut-être pas très solide au début, est-ce qu'il y a besoin d'une sorte de validation de la part de l'ado de est-ce que tu te sens bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante ou il faut le faire d'une autre façon? Alors ça peut être un type de validation pour le coup saine. Mais après, tu peux identifier toi comment tu sens un peu ton ado.
et en parler avec lui, sans forcément lui dire si tu me donnes le feu vert, je mets quelqu'un d'autre, parce qu'il peut faire blocus. Mais en effet, lui demander comment il vit les choses actuellement, si lui il a eu le temps de trouver un équilibre, si ça le préoccupe beaucoup, s'il y pense beaucoup, et si tu le sens bon, amener le sujet. Et pareil, encore une fois, en admettant que c'est un gros chamboulement. Donc, pas minimiser du tout ce qui se passe, quoi. Ok, d'accord. Et si tu sens que tu vas trop vite, tu temporises en fait. Normalement, tu te remets pas à quelqu'un à 98 ans, donc t'as un peu de temps devant toi. Tu prends le temps en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est souvent un ressenti d'urgence parce que ça te manque de pas être avec quelqu'un, parce que là t'as un coup de cœur. Mais encore une fois, t'es plus libre, t'es parents. Donc avant, si toi t'es prêt ou prête, t'attends de voir si l'autre personne ou les autres personnes qui sont en package avec toi sont prêts à cette transition. Ok, super, hyper intéressant. Donc on a vu un petit peu tout le long de l'épisode donc plein de problématiques qui pouvaient se passer. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé ou en rajouter si possible sur les problématiques qui peuvent se passer lors d'une séparation ou d'une famille recomposée pour un ado? Malheureusement, les problématiques qui peuvent être générées par un contexte de séparation, déjà elles sont nombreuses. Elles sont pas très rigolotes. Donc on va essayer de montrer une forme d'espoir. Je rappelle qu'en fait ça peut très bien se passer. Et ça peut paraître antinomique, mais ça peut très bien se passer si on commence à se dire ok c'est grave. Pas c'est pas bien, pas je suis quelqu'un de méchant, mais il se passe une crise grave. Donc je prends les choses en conséquence. Et que mon ado par exemple ait l'air de s'en moquer, je ne suis pas dupe. Parce qu'il veut se montrer fort, il veut se montrer indépendant, il cherche peut-être à créer un équilibre. Mais c'est grave, c'est forcément grave aussi pour lui. Donc, je prends le temps, je fais gaffe aux étapes, je me décentre, je lui laisse de la place, et je lui laisse en gros de sa place d'enfant. Je reste le parent. Parce que le parent qui, tous les soirs, pleure à côté de son enfant en lui disant que c'est vraiment horrible que l'autre l'ait quitté, donc dans une posture d'ami, et le lendemain elle lui dit Orange, tu fais pas ça, je suis ton parent, t'es l'enfant. Non, en fait, c'est ultra injuste, ultra contradictoire. Le parent doit rester un cadre, doit rester à sa place de parent, même si c'est tentant de garder l'enfant à sa place d'enfant. On n'a pas envie de dormir tout seul, l'enfant dort quand même dans son lit, en fait. Ok. Eh ben super, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Sachant que tu nous as donné déjà plein de super messages, mais là, c'est le moment. Dans le cadre d'une séparation, si vous faites partie d'un des deux qui se séparent, faites attention à vous en tant qu'individu, déjà. Prenez soin de vous, parce qu'un enfant va bien aussi quand son parent va bien. Principalement quand son parent va bien, d'ailleurs. Et n'oubliez pas de faire attention au système, parce qu'un enfant va bien quand le système va bien. Donc on n'oublie pas que c'est une architecture, le système, donc on fait gaffe à l'architecture entière. Même s'il y a l'autre parent dedans qu'on n'aime plus trop, il en fait partie. Donc on fait gaffe au système. Et si on sent qu'on n'arrive pas à mettre tout ça en place, on sollicite un tiers, ce qui est une forme de courage et d'humilité et non pas de faiblesse. C'est être un bon parent que de faire ça, pas un mauvais parent. Merci beaucoup pour ton message. Et pour finir, où pouvons-nous ou comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors oui, présente. J'ai une page Facebook qui est hyper active. C'est pas mon plus grand moyen de contact. J'ai une adresse mail pro et j'ai un site internet. Eh ben c'est super, voilà. Je mettrai tout ça en lien de l'épisode, donc ça sera très facile pour te retrouver. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et de répondre encore à toutes mes questions. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.